Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 13 septembre 2017. Encore un État arabe au menu de ma série, mais cette fois nous allons traiter d'un pays presque oublié par les grands médias, et pourtant il est le théâtre de la pire crise humanitaire actuelle. J'ai intitulé ce numéro de rencontre Yémen, la guerre oubliée, et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Fatiha Daziheni. Bonjour. Bonjour. Fatiha Daziheni, vous êtes chercheur spécialiste des monarchies du Golfe, docteur en sciences politiques, après des études à l'IEP de Paris, vous enseignez à Lille. Et votre expertise a été en particulier reconnue à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, où vous êtes chercheur pour la zone Golfe-Moyen-Orient. Vous avez publié un grand nombre d'articles et déjà 2 livres, dont le dernier a pour titre « L'Arabie Saoudite en 10 questions ». 100. En 100 questions, excusez-moi, 100 questions, édité chez Talendier. Je vous ai connu lors d'un colloque sur la guerre du Yémen, organisé par l'Institut français des relations internationales le 30 juin dernier. Ce fut extrêmement instructif et mes notes vont m'aider à guider cette interview. Avant de parler de l'histoire proche du Yémen, je me permets juste de rappeler aux auditeurs quelques éléments du passé qui expliquent peut-être les clivages et la décomposition actuelle de la société. Il y a eu un royaume indépendant qui est né il y a presque 100 ans, donc en 1918. Et à cette époque, le sud était occupé par les Anglais autour de la ville d'Aden. Cela jusqu'en 1967. Et à ce moment-là est né un deuxième État yéménite. La réunification s'est faite en 1990, mais toujours avec une tendance à la sécession. Et il y a eu déjà une guerre civile dans les années 60 avec intervention d'armées étrangères, l'Égypte d'un côté, l'Arabie de l'autre. Alors, on arrive en 2011, c'est la période des printemps arabes, il y a des troubles, une révolution qui va chasser du pouvoir le président Ali Abdallah Saleh, dont le régime tenait depuis 20 ans. Et c'est à ce moment-là que le Conseil de coopération du Golfe, dominé par l'Arabie Saoudite, est intervenu pour sortir le pays du chaos et mettre en place un nouvel homme fort, l'ancien vice-président Abed Rabo Mansour Hadi. Pouvez-vous raconter la suite à nos auditeurs ? Alors juste une petite correction. Ali Abdallah Saleh effectivement est à la tête de l'État yéménite depuis sa réunification en 90, mais il était déjà président du Yémen du Nord en 78. Ah oui. Donc c'était l'un des plus vieux chefs d'État arabes après le colonel Kadhafi. Tout à fait. Bon, plus de 30 ans. Voilà, ça c'est juste un petit détail. Alors, oui, effectivement, la contestation du régime yéménite dirigé par le président Ali Abdallah Saleh donc est lancée en février 2011. Le printemps yéménite se déclenche donc dans la foulée des soulèvements tunisiens, égyptiens et à Bahreïn également, dont on n'a pas beaucoup parlé, et un peu avant le soulèvement en Syrie. Donc dans le contexte d'un affaiblissement de l'assise du président Saleh à la tête du parti au pouvoir, le Congrès populaire général, et il va avoir pour conséquence immédiate en fait une division des forces armées, partagées entre les loyalistes, à savoir la garde présidentielle, la sécurité centrale, qui sont des unités pro-président Saleh, et d'autres unités entraînées et équipées avec des révolutionnaires qui sont plus favorables au général Ali Mohsen, qui sont donc entrés en dissidence contre le président Saleh, et qui vont porter un coup très important au clan présidentiel. Bon, il faut savoir que le général Ali Mohsen est pourtant un ancien allié du président Saleh, et il fait partie d'ailleurs de la même confédération tribale des Hached que le président Ali Abdallah Saleh, qui est lui aussi de confession zaïdite, c'est-à-dire on va en parler un peu plus tard, à propos de l'aspect religieux, oui. Voilà. Et donc ce général Ali Mohsen était donc l'allié du président Saleh, notamment dans les guerres qui ont jalonné le Yémen entre 2004 et 2010, entre les Houthis, les rebelles Houthis, déjà, et le pouvoir central yéménite. Absolument. Donc, il y avait un prélude déjà au pourrissement de ce qui se passe depuis cette révolution yéménite en 2011, et qui a débouché sur une guerre civile. Alors, à partir de quel moment l'Arabie Saoudite est-elle intervenue avec ses alliés pour justement essayer de mater les rebelles au nouveau président Hadi ? Alors, le déclenchement de la guerre par l'Arabie Saoudite en coalition arabo-sunnite, c'est le 26 mars 2015. À savoir
presque 3 mois après l'accession au trône du roi Salman d'Arabie Saoudite, qui a succédé à son demi-frère, le roi Abdallah, qui est mort de mort naturelle. Hein. Tout à fait. Mais les choses se sont compliquées lorsque les Houthis ont pris d'assaut donc Sanaa, la capitale du Yémen, donc le pouvoir central est chassé. Hein. Et par la suite, les Houthis font un coup d'État institutionnel, si vous voulez, en février 2015, et dirigent donc leur milice alliée au président Ali Saleh, parce que ça il faut le dire, c'est grâce à cette alliance que les Houthis sont capables de se diriger vers l'autre grande ville du sud, Aden. Tout à fait. Et là, c'est clairement une ligne rouge pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, entre guillemets, voit rouge et voit l'Iran à sa frontière. Alors, voilà. Fatira Daziri. Ça, c'est pour simplifier, parce que c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas simplement l'Arabie contre les rebelles Houthis, ça c'est un petit peu l'image simpliste qui est donnée, mais il faut savoir que le Yémen, toute l'opposition est ultra fragmentée. Il ne s'agit pas simplement d'un conflit binaire. Hein. Alors, il y a plusieurs conflits dans le conflit. Justement, la grille de lecture qui est proposée pour cette guerre, c'est que le Yémen est un des théâtres de l'affrontement entre monde chiite et monde sunnite. On présente donc les tribus aussi musulmans zaïdites comme proches des chiites, en sécession contre les sunnites majoritaires. Et on dit, l'Iran les soutient, l'Arabie et les monarchies du Golfe craignent beaucoup cette situation, vu la situation stratégique du pays. Alors, pour bien situer par rapport aux auditeurs, donc le Yémen est tout à fait au sud de l'Arabie. Il contrôle les détroits face à la Corne de l'Afrique. On peut craindre un encerclement par le sud, d'autant plus qu'au nord, il y a eu toute une succession d'événements. Il y a toute une zone maintenant qui va de l'Iran au Liban, en passant par l'Irak et la Syrie, quasiment sous influence iranienne. Est-ce que c'est aussi simple ? Alors justement, pas du tout. La lecture, elle n'est pas du tout aussi binaire au Yémen et aussi simple. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Non, là, on est dans un pays totalement fragmenté, où les forces politiques sont ultra fragmentées, la société aussi. Si vous voulez, vous avez plusieurs forces politiques. Il faut savoir que le Yémen était l'un des seuls États de la région démocratiques. Il y avait un parlement. Le Yémen a une tradition de dialogue malgré toutes les composantes de la population et toutes les divisions et les conflits qui ont émaillé ce pays. Mais ils ont une tradition quand même au Parlement, vous avez le parti Al-Islah qui est issu, si vous voulez, c'est un parti à l'origine, ce sont des salafis, mais qui ont été imprégnés par la culture politique des frères musulmans. Donc c'est hybride. Il y a déjà composantes frères musulmans. Il y a des salafis purs et durs. Vous avez le parti du Congrès donc du président yéménite. Vous avez le parti socialiste. Et puis vous avez plusieurs partis sudistes parce que le Sud est extrêmement divisé aussi, et vous avez, à cela s'ajoutent toutes les composantes tribales, et puis vous avez effectivement aujourd'hui les divisions entre zaïdites, donc 40% de la population, et sunnites. Voilà. Il n'y a pas donc que le clivage, effectivement. Ce clivage, religieux. en fait, il est arrivé très tard dans ce conflit-là. Sinon, vous savez, les zaïdites, même si c'est une branche chiite, mais elle est très éloignée du chiisme iranien ou irakien, c'est-à-dire le chiisme duodécimain, est beaucoup plus proche du sunnisme. Vous savez, les zaïdites et les sunnites ont pour tradition de prier dans les mêmes mosquées. Alors ça, c'est important comme information, parce que les gens ne l'ont pas forcément. Oui, non, ça, on ne le dit jamais, parce qu'il y a cette lecture binaire. Bien sûr que l'Iran soutient politiquement les Houthis. On dit même que l'Iran arrive à envoyer des missiles. On en parlera en deuxième partie d'émission. Alors, le temps file, il nous reste à peu près 3 minutes avant la pause publicitaire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence à parler de l'aspect militaire. Et puis si on n'a pas fini, on reviendra en deuxième moitié d'émission. Ce que vous nous avez expliqué donc, dans ce colloque de l'IFRI dont je parlais, c'est qu'au niveau des monarchies du Golfe, c'est pas aussi simple, c'est pas tous les pays sont pas rangés derrière l'Arabie. Alors en gros, pouvez-vous nous dire, et puis on reviendra peut-être en deuxième partie d'émission sur l'aspect militaire,
Quels sont les pays qui se sont engagés dans ce conflit à côté de l'Arabie? Alors cette coalition, la coalition comprend arabe, la coalition arabe. 9 États arabes, effectivement, sunnites. Donc 5 monarchies du Conseil de coopération du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Qatar et le Koweït, à l'exclusion d'Oman, qui a une politique traditionnelle de non-intervention et de neutralité et de médiation. C'est important de le rappeler. C'est très important. Et vous avez des pays importants comme l'Égypte, mais qui a refusé d'envoyer des troupes au sol à cause du mauvais souvenir des années 60. Des années 60, tout à fait. Ça a été un fiasco militaire pour l'Égypte. D'ailleurs, beaucoup attribuent l'échec égyptien au Yémen aussi à son échec dans la guerre des 6 jours. C'est très lié. Oui, dans l'histoire collective égyptienne, c'est très lié. Et puis, vous avez le Soudan, qui fournit l'essentiel des troupes au sol pour la coalition arabe, entre 6 et 8 000 hommes, et le Maroc de manière assez symbolique, et la Jordanie, où la Jordanie, il y a des conseillers de forces spéciales, etc., qui sont là. On a évoqué donc l'aspect un petit peu géopolitique, la coalition arabe qui est intervenue d'un côté contre une autre coalition, mais qui est celle des rebelles Houthis avec l'ex-président Saleh. Alors, il y a une question qu'on se pose par rapport à l'Arabie Saoudite qui a investi des dizaines de milliards de dollars en armement et qui n'a pas été capable, finalement, au bout de 3 ans d'intervention, de mater la rébellion. Comment vous l'expliquez ? Alors, l'Arabie Saoudite s'est engagée dans une guerre aérienne qui est ingagnable. Alors, c'est vrai, presque... Partout, oui. Ouais. Partout, d'ailleurs, vous avez raison de le dire. Donc, l'essentiel des forces saoudiennes sont engagées dans des raids aériens, etc. Pas de troupes au sol, ou très peu. Hein. Et alors que la configuration du Yémen, c'est très montagneux, c'est très complexe. Si vous voulez, le Yémen pour l'Arabie Saoudite, c'est un petit peu le fiasco afghan pour les États-Unis. À ce point. Oui. Oui. C'est ingagnable de cette manière. Les raids, en plus de ça, ça véhicule une image terrible. On va en parler. L'Arabie Saoudite, bien sûr. Tout à fait. C'est quand même le pays qui est gardien des lieux saints de l'islam et et c'est le pays le plus riche du monde arabo-musulman qui livre une guerre au pays le plus pauvre du monde arabo-musulman. Donc tous ces paradoxes font que c'est assassin pour l'Arabie Saoudite. Absolument. Alors il y a un point quand même qui est un peu mystérieux. On se demande par où arrivent les armes utilisées par les rebelles? Parce que le Yémen, donc, semble complètement enclavé, donc au sud de l'Arabie. La coalition arabe a imposé un blocus maritime. Ce que j'ai entendu dans ce colloque de l'IFRI dont on parlait tout à l'heure, les liaisons aériennes sont devenues quasiment inexistantes. Elles arrivent par où, les armes, de l'autre côté? Vous savez, le Yémen est traditionnellement l'un des pays les plus armés au monde. Ah oui. Oui. Il y avait des stocks déjà qui existaient. Tout simplement parce que Ali Abdallah Saleh a été l'allié pendant des décennies de l'Arabie Saoudite. Et donc, il a bénéficié de l'argent. D'une aide absolument colossale. On dit qu'Ali Abdallah Saleh est l'un des hommes les plus riches de la région. Bon, parce que cet argent allait essentiellement dans l'armement de sa garde républicaine, etc., mais pas seulement. Donc, il y a aussi cette révolution s'est faite à cause de la corruption, etc. Bien sûr. Mais bon, les armements, on dit que les Yéménites sont parmi les gens les plus armés de la région. Il y a eu des événements qui ont été peu médiatisés. Par exemple, c'est des fusées Scud partie du Yémen qui ont atterri dans le territoire saoudien. Donc, il y a quand même un armement conséquent. C'est pas n'importe quoi. Oui, c'est clair. Bon, on dit effectivement que les Iraniens sont parvenus à acheminer. Bon, apparemment, les instances internationales n'ont pas constaté, n'ont pas vérifié ça de manière, voilà. Mais il est clair que, oui, l'Iran, si vous voulez, c'était quand l'Arabie Saoudite a lancé cette guerre, ils ont accusé l'Iran d'être l'allié principal des Houthis. Au départ, c'était faux. Mais ça a galvanisé, si vous voulez, un sentiment patriotique saoudien en disant, bon, l'Arabie va se défendre toute seule, puisque à cette époque, c'était les années Obama, ils se sont un petit peu retirés, ils n'étaient pas pour le lancement de cette guerre, mais de facto, avec 95% des armements américains, l'Amérique est engagée dans cette guerre. Tout à fait. Alors,
une question, mais vous pourrez peut-être répondre rapidement. Il y a une autre crise qui est venue, on ne va pas en parler, hein, mais en gros, la rupture de plusieurs États arabes avec le Qatar, on accuse donc de s'être rapproché beaucoup de l'Iran. Est-ce que vous pensez possible qu'il y ait aussi une action militaire contre eux venant de l'Arabie, ou est-ce que non, vu le fiasco yéménite, l'Arabie ne va jamais s'engager dans une action militaire contre le Qatar, par exemple? Non, bien sûr que non, ça c'est exclu. Moi, je n'ai jamais cru à une action militaire de l'Arabie et des Émirats arabes unis contre le Qatar. Ce procès qui est fait au Qatar, c'est quand même très exagéré, dans le sens où le Qatar a été un des premiers pays du CCG, malgré sa toute petite taille et la quasi-inexistence de son armée, à s'engager aux côtés de l'Arabie Saoudite dans cette guerre contre le Yémen. Donc il y avait des solidarités. Alors là, le procès d'intention qui est fait au Qatar, c'est effectivement que le Qatar a soutenu pendant les printemps arabes les mouvements des frères musulmans. Ça c'est vrai. Ça c'est clair. C'est clair. Il s'en est jamais caché. Il y a une politique étrangère très différente du Qatar par rapport à ses voisins. Donc c'est vraiment ça qui est en cause, ça n'a rien à voir. Alors, il y a un autre acteur, on ne sait pas très bien de quel côté eux ils se situent, mais ils ont l'air de profiter de l'effondrement sécuritaire au Yémen, ce sont les djihadistes. Parce qu'on sait que l'AQPA, donc Al-Qaïda dans la péninsule arabique, est implanté dans le pays. Est-ce qu'ils contrôlent une large zone de territoire? Est-ce qu'ils ont basculé d'un côté, de l'autre? Est-ce que vous en savez? Il est clair que ce conflit a permis à AQPA, Al-Qaïda en péninsule arabique, de considérablement renforcer son assise territoriale au Yémen. C'est clair, oui, ça c'est vrai. Ils sont où? C'est vrai que la coalition arabe, et notamment l'Arabie Saoudite, considérant que l'ennemi à abattre premier était les Houthis, leur priorité n'était pas de cibler AQPA. Ils sont implantés où Alors, dans le sud du Yémen, donc la province du Hadramout, qui est très très étendue, qui est la plus étendue des provinces du Yémen. Donc, ils sont implantés là-bas. Ils avaient au préalable, avant 2011, ils s'étaient implantés dans Zinjibar, donc qui est au nord d'Aden, et dans la province d'Abian, donc où ils sont encore très très bien implantés. Ils avaient pris aussi la capitale du Hadramout, El-Moukalla, où ils ont été délogés en 2016. Donc ils perdent un peu de terrain depuis que les États-Unis, aux côtés de la coalition arabe, décidaient de se réengager à notamment cibler AQPA. Parce que pour les États-Unis, l'ennemi à abattre, c'est AQPA. C'est AQPA. Enfin, l'équivalent de l'État islamique, c'est pas tout à fait pareil, mais qui peut aussi... Non, c'est pas pareil. C'est Al-Qaïda, c'est pas la même chose. Il y a une petite excroissance de l'État islamique au Yémen, mais assez marginale. Mais ce sont des déçus de AQPA, en fait. Mais c'est AQPA qui est renforcé. Et c'est vrai que les États-Unis se sont pas trompés là-dessus. Ça reste la menace pour eux. Parfait. Alors, Fatih Radaziani, nous avons donc eu le privilège, lors de ce colloque de l'IFRI, d'entendre monsieur Ould Cheikh Ahmed, qui est le délégué spécial de l'ONU pour la résolution de ce conflit. Il a évoqué les efforts infructueux pour obtenir un cessez-le-feu. Il dit que personne, finalement, des deux parties, ne souhaite vraiment que cette guerre s'arrête. Est-ce que c'est votre avis aussi? Non, je pense que les Saoudiens sont urgemment dans la volonté de sortir de cette guerre. Ils sont piégés. D'accord. C'est très compliqué pour eux de sortir parce qu'ils n'ont pas eu de succès militaire très très important en dehors du port d'Aden. Mais le port d'Aden et Aden a été libéré surtout grâce aux forces émiraties qui font partie de la coalition. D'accord. Les succès saoudiens sont quand même très très limités. Très bien. Alors, ça nous amène, et malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission, il ne reste plus que 3-4 minutes, à parler de la situation humanitaire au Yémen. Oui. Est-ce que vous pourriez donner des chiffres pour nos auditeurs, parce que cette situation est horrible, donc dans ce pays de 27 millions d'habitants. Oui, on dit que c'est la crise humanitaire la plus grave au monde. Elle a fait plus de dégâts humanitaires qu'en 6 ans de guerre en Syrie. C'est incroyable, ça, les gens ne le savent pas. Non, le pays est totalement sur le plan des infrastructures détruit. Les raids aériens ont causé des dommages civils terribles, des hôpitaux, des écoles, la mort d'enfants, etc. Ça a provoqué
près de 19 millions sur 27 millions de Yéménites souffrent de malnutrition. Vous avez un bilan entre 8 et 10 000 morts. Alors c'est vrai qu'en termes de morts, c'est beaucoup moins qu'en Syrie, évidemment, bien sûr. Oui. Hein, mais en termes de dommages humanitaires, vous avez 15 millions d'Yéménites qui n'ont pas accès aux soins et à l'eau potable. Voilà, vous avez une situation quand même humanitaire extrêmement difficile. Une épidémie de choléra. Voilà, près de 400 000 c'est morts. Énorme. Oui, c'est énorme. C'est une maladie qui était sortie de notre mindset et qui revient. Et les humanitaires, donc... et qui ont très peu accès, finalement. On peut accès pourquoi ? C'est les milices qui s'opposent à leur déplacement, c'est dangereux, ils peuvent se faire enlever. C'est vrai que là-dessus, alors les raids aériens de la coalition arabe ont causé des dégâts humanitaires terribles, mais les miliciens houthis aussi sont également responsables du difficile accès, parce qu'effectivement, ils bloquent des accès, que ce soit au niveau des aéroports, des ports, parce qu'il faut voir que les Houthis contrôle toute la partie de l'ancien Yémen du Nord. Hein, ça, donc c'est quand même une grande partie du pays, au site stratégique. C'est vrai que le gouvernement en exil appuyé par la coalition aujourd'hui a en partie le contrôle de l'autre territoire, mais avec la présence d'AQPA, de sudistes qui sont également réfractaires. Donc c'est très complexe. Très, très complexe. Eh bien, Madame Fatiha Dazikreni, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un pays que je n'avais pas encore abordé dans le cadre de ma série. Il se passe donc un conflit terrible, complexe, qu'il ne faut pas voir avec une grille simplifiée. Vous avez beaucoup insisté sur toutes les parties en présence, et puis surtout cette crise humanitaire. Encore une fois, on les oublie, vous savez. Il faudrait signaler le dossier qu'a fait Le Monde avec Jean-Philippe Rémy cet été, ce qui est remarquable en 4 volets, sur la situation au Yémen. Pour nos auditeurs. Voilà. Eh bien, je les invite effectivement à essayer de s'y reporter. Amis auditeurs, je vous remercie donc de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.